Au titre de l'actualité, la commune de Boaké deviendra la première collectivité locale en Afrique francophone et émettra une obligation. La cérémonie de lancement officiel de la notation financière a eu lieu dont l'objectif est de lever des fonds sur le marché des obligations de l'UEMOA. Un séminaire rassemble à Abidjan les agents du ministère en charge du commerce et les cadres des institutions en charge des PME dans le but de comprendre les risques du blanchiment des capitaux en lien avec les PME et le secteur informel. Le logiciel Apollo développé par Solaris Afrique en collaboration avec Kipus a été officiellement présenté, un programme visant à résoudre les problématiques de mobilité et de sécurité routière. L'auteur Cédric Imbank a présenté le contenu de son livre au cours d'une conférence à l'UFR des sciences économiques et de gestion. On en sait davantage dans ce journal. Très ravi de vous compter nombreux devant vos écrans. Madame, monsieur, bienvenue. Une nouvelle page s'est ouverte le lundi dernier dans le mode de financement des projets de la commune de Boaké. En plus des subventions de l'État, la mairie de Boaké va aussi lever des fonds sur le marché financier régional et se faire noter par des agences de notation financière. Le processus a été lancé en début de semaine en présence des autorités municipales et les cadres de la commune. Le point avec Koné Nanorgo et Maru Seri. Une collectivité territoriale qui lève des fonds sur le marché financier régional, c'était juste là du jamais fait en Côte d'Ivoire. Il a fallu la commune de Boaké et ses ambitions de développement accéléré pour casser le mythe. Encadré par la LGI Urson et compagnie pour le volet levé de fonds et par Bloomfield Investment pour la notation financière, la mairie de Boaké a donc lancé le lundi 3 juin à Abidjan le processus d'interaction avec le marché financier régional pour financer ses projets de développement. Faire en sorte que les investisseurs viennent investir massivement dans la commune et dans l'ensemble de la région de Boaké. Dans ce cadre-là, nous avons entrepris des réflexions sur plusieurs axes, notamment en ce qui concerne donc, le programme lui-même, le contenu du programme, avec un volet dédié donc, aux investissements en infrastructure, aux investissements productifs qui vont créer aussi des emplois et créer de la richesse, mais également à l'élaboration d'un programme social. Il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est la diversification des sources de financement, parce qu'on ne peut pas aller chercher de l'argent à un seul endroit. Si jamais ce n'est pas possible, on est en risque. Donc la mairie a tout intérêt à diversifier ses sources de financement. Le deuxième intérêt majeur, c'est la maturité, c'est-à-dire qu'à la banque, la mairie sera capable d'emprunter sur des maturités courtes et sur le marché financier, on peut aller sur des maturités très longues. Je ne peux qu'être admiratif devant la nouvelle et belle trajectoire donnée par M. le maire à la commune de Boaké. En effet, l'option prise par le premier magistrat de la commune de Boaké d'adosser la politique de développement à une notation financière est à saluer à juste titre parce qu'elle donnera une réelle assurance quant à la capacité de la municipalité à tenir ses engagements. En attendant d'émettre ses premières obligations, la commune de Boaké a renforcé séance tenante les capacités des conseillers et du personnel sur le processus de notation financière et de la levée de fonds. Comprendre les risques du blanchiment des capitaux en lien avec les PME et les secteurs informels, c'est l'objectif du séminaire qui rassemble à Abidjan les agents du ministère en charge du commerce et les cadres des institutions en charge des PME. 3 jours durant, ces agents feront renforcer leurs capacités dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Ils sont une quarantaine de participants venus du ministère du Commerce et de l'Industrie et des structures sous tutelle à bénéficier de ce renforcement de capacité. Un séminaire de 2 jours lancé le lundi 3 juin sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Thème central, comprendre les risques du blanchiment de capitaux en lien avec les PME et le secteur informel. Au cours de la rencontre, plusieurs modules sont abordés et sont relatifs aux méthodes d'identification de situations de blanchiment de capitaux, l'historique,
le dispositif juridique et les sanctions. Vous savez que la sous-région est sujette à beaucoup d'attaques terroristes. Elle est sujette à des bandes qui exercent. Et l'État a pour rôle de tracer tous les flux financiers pour éviter que des sources qu'on ne contrôlerait pas puissent financer le terrorisme. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Alors, nous formons aujourd'hui les formateurs. Donc, nous avons les directeurs régionaux du ministère du Commerce et de l'Industrie de toutes les régions du pays qui sont là. Nous avons également les bureaux de représentation de Côte d'Ivoire PME également qui sont là. Et l'objectif, c'est de les former, de leur donner un ensemble de formations sur la lutte contre le blanchiment des capitaux financiers du terrorisme, de leur donner également des informations sur le statut de l'entrepreneur, comment il peut être mis en œuvre, également sur l'attestation de PME. À l'effet qu'au terme de cette formation, à partir de jeudi, il aura un ensemble de formations à l'intérieur de tout le pays, notamment dans les différentes directions régionales. Et les formateurs que nous avons formés, les directeurs régionaux, vont être des relais de l'information. Des experts comme Vincent Claverdou ont été assignés à cette formation qui prend fin ce mardi. En Côte d'Ivoire, la série noire continue en ce qui concerne les effondrements d'immeubles dans la commune de Cocody. Ce mardi à la Riviera Palmeraie, un immeuble R+2 s'est effondré. Un drame qui a obligé les groupements de sapeurs-pompiers militaires à user de grands moyens pour sauver les victimes sous les décombres. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, qui assurait l'intérim de Bruno Nabagné-Koné, absent du pays, était sur les lieux. Nous vous proposons de l'écouter. Je suis venu avec le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, pour venir constater ce qui s'est passé. Monsieur le Premier ministre a été informé qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé ici à la Riviera Palmeraie, donc il nous a demandé de venir voir. Malheureusement, de ce que les pompiers nous ont rapporté, il y a quand même 18 victimes, c'est-à-dire 2 décès et 16 personnes blessées qui ont été évacuées au CHU d'Anglais. Nous voudrons donc au nom du gouvernement présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter bon rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, effectivement, l'immeuble s'est écroulé parce qu'il y a un terrain mitoyen où quelqu'un est en train de souhaite construire un immeuble et il a fait un trou pour pouvoir faire un sous-sol. Et manifestement, lorsqu'on regarde, nous on est géotechniciens, c'est notre travail de tous les jours, lorsqu'on regarde, c'est ce trou qui a déstabilisé les fondations donc, de cet immeuble R+2, mais aussi nous avons des craintes pour l'autre bâtiment qui est à côté. Heureusement que ce bâtiment a été évacué. Donc je pense que le procureur est là, ils vont faire les enquêtes. Nous avons été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau du CHU d'Anglais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi, et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec une unité spécialisée. Nous procédons maintenant à la recherche des 2 autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Il faut dire qu'il y a une unité de sauvetage et de développement, une spécialité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est outillée en la matière avec une unité silo, c'est-à-dire une unité avec les chiens qui vont essayer ensemble nous permettre d'essayer de rechercher, localiser des éventuelles victimes. On est fatigué de voir ce genre de situation. Et raison pour laquelle, avec le ministère de la Construction, nous avons demandé à toute personne qui construit de prendre un cabinet, non seulement pour suivre les travaux, pour contrôler les travaux, de telle sorte qu'on n'ait plus ces mauvais événements qui font, c'est-à-dire ça fait au moins plusieurs immeubles qui tombent au niveau de Cocody. Nous, on est fatigués maintenant, on va peut-être suspendre les permis pendant un bout de temps pour que les gens s'engagent à faire respecter les normes de construction.
Et dans le chapitre transport intelligent, le mardi 4 juin 2024 s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire la cérémonie de présentation du logiciel Apollo développé par Solaris Afrique en collaboration avec Kipus Afrique. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des activités des deux structures avec pour objectif de présenter une offre intégrée de solutions et de services visant à résoudre les problématiques de mobilité, de sécurité routière, de logistique et de gestion des flottes. On en sait davantage avec Michel Brou et c'était ici. Innovation en sécurité routière. Ce thème était au menu du déjeuner d'échange proposé par l'entreprise Kipus Afrique SA et Solaris Afrique. Face à eux étaient présents des acteurs du secteur du transport, de la logistique et des gestionnaires des flottes. Une opportunité pour les représentants de Kipus Afrique SA et Solaris Afrique de présenter en détail le logiciel Apollo et ses fonctionnalités. Un nouvel outil doté d'une interface conviviale et intuitive assurant aux usagers la traçabilité des véhicules, la réduction des temps administratifs et un meilleur suivi des flottes. Cette initiative traduit l'importance accordée à la sécurité sur les routes et l'engagement des deux entreprises à proposer des solutions novatrices pour améliorer la sécurité des biens et services. Nous avons donc ce logiciel avec une application mobile qui est disponible. Ce à quoi nous sommes en train de travailler, c'est donc l'interfaçage, l'interopérabilité avec la plateforme digitale de façon à ce que, à partir de l'ensemble des rubriques que vous avez sur le e-service.cgi.ci, vous puissiez accéder aux fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir une carte d'identité de votre véhicule, une photographie, une cartographie de l'ensemble de votre flotte et vous permettre donc de piloter votre activité. La perte peut très vite en fait se chiffrer en millions de francs par mois et par véhicule. Donc sur une flotte de 100 véhicules, faites le calcul et vous verrez bien en fait que c'est une véritable fortune et qui n'est même pas connue ni maîtrisée aujourd'hui. Et notre logiciel, donc Apollo, permet d'identifier justement où sont ces fuites financières et ensuite de pouvoir les traiter de la manière la plus efficace et pertinente possible. La cérémonie de présentation du logiciel Apollo vient marquer une étape importante dans l'innovation. Géoéconomie des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. C'est l'intitulé du livre dont le contenu a été présenté au cours d'une conférence à l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny. L'auteur, Cédric Mbang, explique comment la mobilisation des minéraux permettrait de réaliser les services des 3S, à savoir la sécurité économique, la sécurité des territoires et la sécurité des personnes. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Comment l'Afrique pourrait transformer le minerai de son sous-sol en biens et services? L'une des réponses a été proposée dans ce livre de Cédric Achille Mezoui. Dans l'ouvrage, le fonctionnaire international prend le cas du Congo, mondialement reconnu pour sa richesse minière. Sa théorie, il la démontre en commençant par l'intérêt de la force démographique d'un pays, ensuite celui d'avoir des échanges commerciaux avant d'aboutir au processus de transformation des minéraux en produits manufacturés. Son auditoire, les étudiants de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons des minéraux, il ne suffit plus de les exporter et avoir des devises. Il faut demander, il faut discuter et négocier des contrats qui permettent de fabriquer ces biens sur place. C'est vrai que nous avons un taux d'accès, de pénétration d'Internet qui est bien, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir fabriquer les téléphones, les ordinateurs ici sur le continent et de pouvoir fabriquer des applications d'Internet sur le continent. Pour les responsables de l'UFR des sciences économiques et gestion, cette conférence est un plus pour les alumni qui peuvent s'imprégner des défis réels du continent africain, défis auxquels ils devront faire face avec des solutions adéquates comme celles proposées par le conférencier. Nos étudiants, parce que vous avez vu dans la salle, il y avait des étudiants en première année, en deuxième année, des étudiants en master et même des doctorants. Je pense qu'ils ont été instruits et ils ont appris beaucoup de choses. Cédric Achille Mbeng Mezoui est fonctionnaire international
et travaille pour le développement des marchés financiers et le financement des infrastructures. Intéressons-nous à l'artisanat. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et le groupement des imprimeurs ivoiriens raffermissent leurs relations. Récemment, au siège de la fêtière des artisans, ils ont signé une convention. À travers ce document, les imprimeurs se feront identifier. Entre autres objectifs, assainir ce secteur et permettre aux acteurs de gagner une part intéressante dans la filière imprimerie. Mondésir Nascimento pour le commentaire. Apposition de signature sur les pages de ce nouveau document, échange de parapheurs, salutations chaleureuses entre Kassoum Bamba, président de la CNMCI, Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, et Étienne Kouya, président du groupement des imprimeurs. L'occasion est la signature de convention entre les deux institutions. Il s'agit pour la CNMCI de procéder conformément à son cahier de charges à l'enrôlement de tous les acteurs des corps de métier. Il y a eu des textes et ces textes, on est à la phase d'application. Alors, c'est pour cela que nous appelons les fêtières qui se connaissent entre eux. Alors, de venir à la Chambre afin que nous travaillions ensemble. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les imprimeurs de Côte d'Ivoire est la rareté des marchés pour leurs fêtières. La cause principale, ce secteur est en proie à de petites unités non déclarées mais absorbant une part importante du marché. Cette identification viendra formaliser le secteur et les acteurs non déclarés subiront la rigueur de la loi en vigueur. Je suis content aujourd'hui parce que l'imprimerie en Côte d'Ivoire est productrice de valeur ajoutée. C'est des milliards de francs que l'imprimerie génère. Mais il y a une certaine anarchie et que nous voulons mettre de l'ordre aussi dans cette imprimerie. Il y a des gens, il y a des imprimeurs qui ne sont même pas connus des services des impôts ni de la Chambre des métiers et qui se font vraiment des sous. Pendant que ceux qui sont dans la légalité, qui ont tout ce qu'il faut pour exercer sur le territoire ivoirien, chôment. Donc, il est bon de rappeler que cette opération d'identification des artisans est une opération nationale contraignante pour les artisans installés sur l'ensemble du territoire ivoirien. Dans le cadre du processus de mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole dans la filière café-cacao, le comité technique OIA Café-Cacao et le cabinet Jade Expertise ont effectué une mission de vérification des données au siège et représentation des unions, fédérations et associations identifiées dans les délégations régionales du Conseil Café-Cacao du 13 au 24 mai 2024. Une mission qui vise à vérifier la fiabilité des informations données par ces structures lors de leur inscription auprès de l'OIA. Le reportage est signé Philippe Zabo. 3 millions de producteurs pour une production de cacao de plus de 4 millions de tonnes. Des chiffres largement supérieurs à ceux d'1 40 000 producteurs recensés et 2 millions de tonnes pour le cacao produit annuellement par la Côte d'Ivoire. Il fallait que le comité technique en vue de la mise en place de l'OIA Café-Cacao aille sur le terrain pour vérifier ces chiffres. Il fallait s'assurer que tous les déclaratifs, parce que aussi, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de déclarations qui sont faites, il faut aller sur du solide. Et pour aller sur du solide, il faut vérifier ce qui a été déclaré. Donc le processus que nous entamons commence donc par cette vérification des données. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on fait le point, l'analyse des déclarations qui ont été faites, nous avons un niveau de producteurs qui est beaucoup plus élevé que le niveau officiellement reconnu qui est de 1 million, environ 1 40 000 membres. Et nous avons aussi un niveau de production qui fait plus de 200%. Et donc cela veut dire qu'il y a des erreurs. Les unions, fédérations et associations de café-cacao qui ont accueilli les délégations sont heureuses de ces visites techniques, mais elles ont lancé un plaidoyer. Au regard du volume, du volume et du nombre de producteurs que notre association regorge, nous souhaiterons que véritablement on nous laisse un peu un temps assez suffisamment un peu raisonnable qui nous permettra d'apporter les corrections nécessaires. Ce sont 90 organisations de producteurs qui ont été visitées par les agents enquêteurs sur toute l'étendue du pays. La prochaine étape est l'identification des unions et associations d'exportateurs, de transformateurs et les acheteurs de la filière café-cacao
dont l'opération d'identification se fera sur la période du 3 au 11 juin 2024. Et parlons d'insertion socio-professionnelle. L'entreprise Azito OEM a procédé ce vendredi à la remise des attestations de fin de formation qualifiante et des permis de conduire à des jeunes des villages de Béago et Azito. Ces remises de diplômes et permis de conduire s'inscrivent dans le cadre d'un projet de l'entreprise qui vise à aider et financer la formation de ces jeunes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Sandrine Kwame et Doumbia Ayuba pour Le Point. C'est avec des témoignages pleins d'émotions, d'exemples de résilience, d'encouragement et de difficultés rencontrées au cours de leur formation que ces jeunes bénéficiaires du projet d'aide d'insertion socio-professionnelle financé par l'entreprise Azito OEM ont reçu leur attestation de fin de formation qualifiante et permis de conduire en présence des autorités villageoises d'Azito et Béago. Des permis de conduire et des attestations délivrées après 3 à 4 mois de formation dans différents secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie, l'auxiliaire en pharmacie, aide-soignante, la maçonnerie et la cuisine. Azito M a pour valeur justement de pouvoir permettre aux jeunes des villages d'Azito et Béago de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que Azito ONM a permis à ce que ces jeunes-là soient formés aussi bien dans le domaine de l'électricité, avoir aussi un permis de conduire et tout ça. Parce que pour nous, à Azito ONM, l'une des valeurs principales, c'est de permettre à ces jeunes d'être formés. Et cette formation leur permettra justement d'avoir une chance dans la vie, de pouvoir avoir une activité rémunératrice qui leur permettra de s'assurer et également de pouvoir soutenir leur famille. Je vais un remerciement à mes formateurs pour leur confiance, leur appartenance et pour cette formation qu'ils nous ont dispensée. Sur 1600 candidats au départ du lancement du projet, ce sont 72 jeunes parmi les bénéficiaires sélectionnés des 1600 qui ont achevé leur formation effectuée dans une durée de 3 à 6 mois, qui ont achevé leur formation. L'entreprise Azito OEM a promis d'être encore plus sélectif et rechercher des candidats plus déterminés à apprendre. L'actualité, c'est aussi la santé. La cérémonie officielle de signature de la convention cadre entre l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale s'est tenue le lundi dernier au Plateau. Ce partenariat vise à renforcer la coopération et à améliorer la coordination entre les cliniques privées et l'organe de régulation, contribuant ainsi à l'amélioration des services de santé en Côte d'Ivoire. Cet événement vient marquer une étape nouvelle dans la structuration et la régulation du secteur des cliniques privées, nous témoignent Diane Kablancan et Richard Akeke. L'hôtel Ivotel de la commune du Plateau a accueilli la cérémonie officielle de signature de la convention cadre entre l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI, et l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, ARMS. L'objectif de cette signature est de renforcer la collaboration et d'assurer une meilleure coordination entre l'ACPCI et l'ARMS, contribuant ainsi à l'amélioration des services de santé offerts par les cliniques privées tout en garantissant une régulation efficace. Cet événement symbolise une nouvelle étape dans la structuration et la régulation des relations professionnelles entre ces deux entités. L'objectif de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est de travailler avec les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire dans un esprit légal et régulé. Madame Koné Colette, qui est le directeur général de l'ARMS, a fait un travail fantastique. Elle est partie de rien et elle a monté tout un système de régulation qui aujourd'hui est considéré comme une référence en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec elle. Aujourd'hui, avec l'ACPCI, dorénavant, une mutuelle qui n'est pas légalement constituée, qui n'a pas un numéro d'immatriculation de l'ARMS ne pourra plus bénéficier de tarifs préférentiels au niveau des cliniques privées. Donc cela est très important pour nous aujourd'hui de franchir ce pas-là. En établissant les bases solides pour une collaboration renforcée et une meilleure coordination, cet accord promet d'améliorer la qualité des soins et de garantir une régulation plus rigoureuse du secteur.
Les femmes de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO résidant en Côte d'Ivoire ont célébré le week-end dernier les mères de l'espace communautaire. Organisée sous l'égide du bureau central de l'UREM CEDEAO, cette fête a permis de célébrer également l'intégration sous-régionale à travers le thème « Intégration des femmes pour la paix en Afrique de l'Ouest ». Kodena Norgo et Richard Akeke. Derrière une CEDEAO instable et en morcellement, se cachent des mères qui souffrent. Alors, à l'occasion de cette fête des mères, il s'agit pour les femmes de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, résidant en Côte d'Ivoire, de contrecarrer la division et promouvoir l'intégration entre les femmes des pays de la communauté. D'où la logique du thème, l'intégration des femmes pour la paix en Afrique de l'Ouest. Sans passer par 4 chemins, la présidente des femmes interpelle les pays récalcitrants à cette intégration. Non seulement c'est la fête de mai, mais nous célébrons la paix en Afrique de l'Ouest. Parce que nous ne voulons plus de coup d'État. Il faudrait qu'on le dise haut et fort. Nous ne voulons plus de coup d'État, on ne fait pas de politique. Nous sommes des CEDEAO des peuples. Nous les femmes, on pleure aujourd'hui parce qu'il y a coup d'État un peu partout. Il y a coup d'État un peu partout. Vraiment, notre cœur pleure. Nous demandons à les 3 pays d'alliance de revoir les calendriers, de revenir dans la CEDEAO. Vous savez, il y a le fleuve Mano qui est 4 pays, où il y a la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Mais ils sont tous dans la CEDEAO. Nous avons le fleuve de Niger, mais ils sont tous dans la CEDEAO. Ils peuvent créer les alliances, mais qu'ils restent dans la CEDEAO, c'est ce qui a nous suivi. Nous devons beaucoup aux femmes. Les femmes ont parlé beaucoup, nous devons beaucoup aux femmes. Et nous profitons en même temps pour saluer la Côte d'Ivoire et toutes les femmes de la Côte d'Ivoire pour leur bienveillance à l'égard de nous autres qui sommes chez eux. À Bobo ici, nous sommes dans la solidarité, nous vivons ensemble dans la paix, la convivialité et le vivre ensemble. La fête des mères avec les femmes de l'UREM CEDEAO, c'était aussi un moment de distinction et de remise de cadeaux à toutes les mères ressortissantes des pays membres de la CEDEAO présentes à l'occasion. Les pas de danse, mais aussi les mets du terroir étaient au rendez-vous de cette fête des mères, organisée sous l'égide du bureau central de l'UREM CEDEAO. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a procédé au lancement des travaux de construction d'infrastructures sociales de base des riverains du parc national de la Comoé. Nous en dit davantage Philippe Zabo. Après les 26 forages à motricité humaine déjà construits, ce sont 8 écoles, 9 dispensaires et 3 maternités, y compris les logements qui seront construits à Broubrou-Sokura pour le bien-être des populations riveraines du parc de la Comoé. La première pierre de ces œuvres a été posée par le ministre de l'Environnement et le représentant de la KfW, partenaire financier du projet. Au nom du Premier ministre, au nom du président de la République, pour dire toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire pour ce que vous faites dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'accompagnement du ministère de l'Environnement pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Le coût de ces travaux, du moins, s'élève à environ 1,5 milliard de francs CFA et s'inscrit dans le cadre d'un projet global d'un montant de 13 milliards de francs CFA exécutable sur la période 2017-2025 et qui vise à assurer la gestion durable du parc national de la Comoé en étroite collaboration avec les populations. La pose de la première pierre de ces infrastructures a donné lieu à une fête à laquelle a pris part l'OIPR qui gère le parc de la Comoé, les autorités administratives de la région de Dabakala et les populations. En image à présent, au Nigeria, le conglomérat agroalimentaire Flour Mills a dégagé un profit de 2,4 millions de dollars au terme de son exercice financier de 2023-2024, un recul de 88% par rapport aux bénéfices de 19,8 millions de dollars réalisés un an plus tôt. En dépit de la forte croissance de 49% du chiffre d'affaires, la performance de l'entreprise a été grevée par des pertes financières en raison de la dévaluation du Naira.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.